a été envoyé pour son examen à la commission des affaires économiques. La commission de la culture et la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ont demandé qu'elle leur soit renvoyée pour avis. La conférence des présidents est compétente, en vertu de l'article 17 de notre règlement, pour autoriser le renvoi pour avis quand plus d'une commission le demande. Dans la mesure où celle-ci ne se réunira pas avant le 8 juillet prochain, je propose au Sénat d'autoriser le renvoi pour avis à ces deux commissions. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Et dans la discussion générale, la parole est à Monsieur David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, et je remercie Monsieur le rapporteur pour tout le travail qui a été accompli au Sénat, n'est ni technique ni accessoire, puisqu'elle constitue le coup d'envoi d'une réforme structurelle de l'État. Le type d'ailleurs de réforme structurelle à laquelle votre Assemblée appelle de manière régulière, puisqu'il s'agit là de réformer la manière dont l'État gère, dont l'État entretient, dont l'État transforme son patrimoine immobilier, c'est-à-dire le patrimoine de l'ensemble des Français. Les bâtiments ne peuvent plus être le parent pauvre des services publics. Ils méritent d'être considérés comme une politique publique à part entière, à la hauteur des enjeux, ceux de la rénovation, de la transformation écologique, énergétique, de l'efficacité du service public et des conditions de travail des agents. Depuis longtemps, les constats, les carences de notre organisation actuelle sont connus, documentés, partagés. Ils ont été établis par l'Inspection générale des finances et le CGEDD en 2022, par la Cour des comptes en 2023, par les travaux de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil de l'immobilier de l'État. Eh bien, tous ces travaux, toutes ces réflexions, nous devons maintenant les transformer en actes. Premier constat, c'est que l'État ne connaît pas suffisamment son patrimoine immobilier. Nous parlons pourtant de près de 100 millions de mètres carrés, mais quand on évoque l'état réel du bâti, de l'occupation, on le pilote trop mal, et c'est le premier objectif de la création de cette foncière. Deuxième constat, l'entretien et la rénovation constituent désormais une dette implicite très élevée. La Cour des comptes elle-même chiffre le mur d'investissement à 140 à 150 milliards d'euros d'ici 2050 pour la mise aux normes réglementaires, pour la transition énergétique, pour la sécurité et pour la décence des bâtiments. Et cette dette implicite se transforme très souvent en dette explicite. Parce que quand il faut organiser des déménagements d'urgence, parce que les conditions de travail sont trop dégradées pour les agents, quand il faut organiser des travaux dans la précipitation sans qu'ils aient été suffisamment anticipés, et bien évidemment, ils interviennent trop tard et ils coûtent trop cher. Il faut pouvoir anticiper les rénovations lourdes, mieux valoriser le patrimoine et aussi dégager des ressources contribuant à la rénovation. Voilà le deuxième objectif de cette foncière. Troisième constat, la gouvernance, elle est éclatée et elle est donc inefficiente. On a aujourd'hui plus de 60 programmes budgétaires qui portent des dépenses immobilières. La logique propriétaire-occupant empêche la mutualisation réelle. D'ailleurs, seuls 4% des bâtiments sont mutualisés, avec des surfaces qui évoluent trop peu et un État qui continue à supporter des coûts élevés pour des mètres carrés parfois durablement sous-utilisés. Les manques sont également réels en matière d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, avec des appels réguliers des occupants à pouvoir aussi se voir renforcés dans cette dimension-là. Bref, notre politique immobilière souffre, faute d'un outil immobilier foncier à la hauteur des besoins de l'État, permettant d'apporter les meilleures expertises techniques sur le terrain et de décider en fonction de la vue d'ensemble. Il y a évidemment eu des progrès ces dernières années, notamment la création de la direction de l'immobilier de l'État qui incarne l'État propriétaire, mais il faut aller plus loin avec un véritable outil opérationnel unifié, un acteur capable d'assumer pleinement les obligations du propriétaire public. C'est l'objet de la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise, qui crée une foncière de l'État sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines et qui lui donne des pouvoirs clairs et assumés.
recevoir les biens en pleine propriété, les gérer, les entretenir, les rénover, investir, valoriser et céder lorsque c'est pertinent, offrir une véritable assistance à maîtrise d'ouvrage et garantir la réactivité au niveau territorial. L'objectif est simple, séparer clairement le rôle du propriétaire et de celui de l'occupant, professionnaliser et muscler la filière immobilière et foncière et permettre une organisation pluriannuelle crédible des investissements. Il faudra évidemment commencer de manière pragmatique en ciblant prioritairement le bâti tertiaire de l'État sur certains territoires, là où les besoins sont les plus urgents et les gains les plus évidents. Et si vous décidez, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les parlementaires, de voter cette proposition de loi et de permettre ensuite la création de cet établissement, c'est évidemment un suivi qu'il faudra faire ensemble dans le temps du déploiement et de l'envol de ce nouvel établissement. Me permet également de préciser ce que cela n'est pas. Cette proposition de loi ne crée pas un nouvel opérateur, elle ne privatise rien, elle ne vend pas les bijoux de famille, elle permet leur valorisation. Elle ne fixe pas non plus dans la loi un périmètre figé, puisque celui-ci sera défini annuellement par décret, précisément pour permettre une montée en charge progressive et maîtrisée, et avoir en temps réel aussi les retours d'expérience au fur et à mesure que la foncière se déploierait, pour qu'on puisse en permanence l'améliorer et être à l'écoute des besoins des occupants et de la réalité du terrain. Mesdames et messieurs les sénateurs, je ne serai pas plus long en ces journées où les minutes sont comptées, mais évidemment, cette proposition de loi ne prétend pas tout régler, mais elle répondra à un diagnostic très largement partagé et ouvrira, je crois, une nouvelle voie à un État propriétaire responsable, professionnel, durable, qui inscrit sa politique patrimoniale dans le temps long. C'est ce que nous devons aux Français, puisque c'est de leur patrimoine dont il s'agit. C'est ce que nous devons aux agents, et c'est évidemment un impératif central à l'heure à la fois de la transition énergétique et aussi de la maîtrise dans la durée de nos comptes budgétaires qui nous oblige à anticiper, programmer, prévoir. Et c'est le but de cette proposition de loi, raison pour laquelle le gouvernement la soutiendra. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Claude Nougin, rapporteur de la Commission des finances, et vous avez 10 minutes, monsieur le rapporteur. Je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le patrimoine de l'État est le patrimoine de tous les Français. En 1766, dans ses remontrances à Louis XV, le Parlement de Bordeaux qualifiait le domaine de la couronne comme un dépôt à l'état de la chose commune. L'État ne peut en user librement. Il en a simplement la garde et doit le préserver. C'est l'objet de la présente proposition de loi qui entend réformer la gestion immobilière de l'État dans le sens d'une meilleure gestion. L'État est en effet, sous l'Ancien Régime et aujourd'hui, un grand propriétaire. En 2024, il possédait 96,7 millions de mètres carrés bâtis, près de 100 millions, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux et 31 170 terrains. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel, sans équivalent en Europe. Ainsi, le Bund allemand, par exemple, ne possède que 60 millions de mètres carrés. Grand propriétaire, l'État n'est toutefois pas un très bon propriétaire. Mauvaise connaissance de ses biens, sous-investissement dans le parc, taux de vacances en hausse, vétusté des bureaux. La liste est longue. La rationalisation des espaces est un échec. Le ratio d'occupation de la circulaire Borne de 2023, fixé à 18 mètres carrés par agent, n'est pas respecté. Il s'établit en fait à 25 mètres carrés par agent en 2024. Enfin, la mise aux normes et la rénovation énergétique des bâtiments de l'État dressent devant nous un véritable mur d'investissement de 140 voire 150 milliards d'euros à l'horizon 2050. Ce n'est pas faute pour l'État d'avoir essayé de se doter d'une véritable politique immobilière. Seulement, celle-ci n'est pas adaptée. Ainsi, son volet financier repose sur le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État, dont le modèle économique est fondé sur l'utilisation des produits des cessions pour l'entretien du patrimoine. Or, ce modèle du céder pour entretenir, à mesure que s'épuisent les biens facilement cessibles, se trouve dans une impasse.
La présente proposition de loi vise à sortir de cette organisation insoutenable. Elle crée une foncière de l'État sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, un EPIC. La foncière a vocation à se voir transférer les biens immobiliers de l'État pour les mettre à sa disposition par un contrat de bail, ce qui implique le versement, bien sûr, de loyers par l'État à sa foncière. Ces recettes doivent permettre d'acquérir, entretenir et rénover ce patrimoine. Une telle réforme constitue une avancée attendue. Vous vous souvenez en effet que nous avions déjà adopté ce dispositif durant l'examen du PLF pour 2025, mais il avait été censuré pour un motif de procédure. Elle constitue surtout une avancée majeure. La foncière doit permettre de valoriser au mieux les biens non occupés ou inutiles. Elle pourra les céder, certes, mais elle pourra également créer de la valeur par d'autres biais, comme des baux emphytéotiques. En mobilisant l'ensemble des montages disponibles et en s'appuyant sur les compétences dont elle sera dotée, la foncière pourra ainsi développer une approche patrimoniale de long terme et valoriser le patrimoine de l'État par d'autres biais que la cession, qui constitue aujourd'hui la solution par défaut. La Commission des finances a adopté ce texte, signe qu'elle est favorable à la réforme proposée. Elle y a toutefois apporté quelques modifications. En premier lieu, la Commission a constaté que le périmètre des biens transférés serait, du moins dans un premier temps, relativement restreint. Aussi, elle a adopté un amendement permettant des transferts volontaires de biens des établissements publics de l'État vers la foncière et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme. Elle a également assoupli les conditions dans lesquelles les transferts de biens peuvent intervenir. Je crains malgré tout que cette réforme, comme les précédentes, ne soit jamais pleinement mise en œuvre, en raison des réticences de certains ministères. Pour l'éviter, il faut introduire dans la loi une date butoir qui servira d'aiguillon pour les administrations. De tels amendements ont été déposés sur plusieurs bancs et j'espère que nous pourrons les adopter. En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer le contrôle parlementaire sur la foncière. Ainsi, les députés ont prévu que des parlementaires siègent au conseil d'administration de la foncière. La Commission des finances partage pleinement cette orientation, mais a tenu à préciser que les parlementaires membres du conseil d'administration seront 2 députés et 2 sénateurs. Sinon, la probabilité, c'était 1 député et 1 sénateur. De plus, il conviendra de rassembler l'ensemble de l'information au Parlement dans un document unique pour éviter qu'il y ait trop de rapports. J'en termine en dernier lieu en abordant la question de l'équilibre financier de la réforme. En effet, dans la mesure où le parc de l'État souffre aujourd'hui d'un sous-investissement chronique, les besoins sont très importants. Les crédits actuels seront donc insuffisants pour couvrir des dépenses locatives tenant compte des besoins. La bosse budgétaire qui en résulterait sera difficile à absorber pour l'État dans le contexte budgétaire actuel. Le gouvernement se rassure en avançant que la montée en charge progressive du dispositif permettra d'absorber cette hausse sur plusieurs années. Mais il convient d'être conscient qu'une augmentation des dépenses immobilières est à prévoir. De son côté, la foncière doit pouvoir mener ses missions avec ses seules recettes opérationnelles, ce qui implique que les loyers devront être fixés à un niveau que lui permette de rentrer dans ses frais. Or, la situation du marché de l'immobilier, de bureaux, particulièrement en Île-de-France, où sont concentrées les administrations, est aujourd'hui difficile et pourront compromettre peut-être la viabilité de la foncière. Au bénéfice de ces observations, je vous invite, chers collègues, à adopter cette proposition de loi modifiée par les amendements soutenus par la Commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et vous avez 4 minutes, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Depuis près de 20 ans, l'État cherche à se doter d'une politique immobilière à la hauteur de l'immensité de son patrimoine. Force est de constater qu'il la cherche encore. France Domaine a été créée en 2006, avant d'être remplacée par la Direction de l'immobilier de l'État en 2016.
L'ambition était claire, sortir d'une gestion éclatée, mettre fin à la vétusté du parc public et faire de l'immobilier de l'État un levier de performance, d'économie et de modernisation. 20 ans après, le bilan est décevant. La situation s'est même aggravée par endroits, fragilisant nos services publics. Je pense notamment à la justice, encore trop souvent rendue dans des édifices anciens, ne répondant plus aux exigences de sécurité, de performance énergétique et, plus grave encore, d'accessibilité. Difficile de ne pas évoquer également l'état de certaines gendarmeries et de logements afférents. Les raisons sont connues. La politique immobilière de l'État manque d'une colonne vertébrale solide, capable de porter une stratégie de long terme. La DUE représente l'État propriétaire, mais elle ne dispose pas de l'autorité suffisante pour s'imposer face à des ministères occupants, largement maîtres de leurs choix immobiliers. Cette faiblesse de gouvernance a donc produit ses effets, sous-entretien chronique des bâtiments publics, concentration des crédits sur quelques grandes opérations emblématiques et inertie dans l'atteinte des objectifs fixés, qu'il s'agisse de rationalisation des surfaces, de valorisation des actifs ou d'adaptation du parc aux exigences environnementales. Cette situation a créé une dette implicite considérable. Selon la Cour des comptes, il faudrait entre 140 et 150 milliards d'euros d'ici à 2050 pour mettre le patrimoine immobilier de l'État en conformité avec les normes réglementaires, énergétiques, sécuritaires et de décence auxquelles il est soumis. Ce chiffre dit l'ampleur du problème et l'urgence d'agir. Sans réforme structurelle, nous continuerons à financer dans l'urgence ce que nous n'aurons pas su entretenir dans la durée, au risque d'une lente dégradation de nos services publics. C'est pour éviter ce scénario que cette proposition de loi portée par l'ancien député et l'actuel maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, propose la création d'une foncière publique. Cette initiative s'appuie sur un modèle éprouvé dans plusieurs pays d'Europe et appelé de leurs vœux par la Cour des comptes et le Conseil de l'immobilier de l'État. Pour le groupe RDSE, cette réforme va dans le bon sens. Elle permettra d'abord de remettre la vérité dans les coûts, en instaurant des loyers versés à la foncière. Le coût d'occupation des bâtiments publics deviendra plus lisible et incitera les ministères à gérer leur surface plus sobrement. Elle permettra aussi de sanctuariser les moyens consacrés à l'entretien et à la rénovation du patrimoine immobilier de l'État. Les loyers, les produits de valorisation et les recettes de cession alimenteront directement la foncière. Chaque euro tiré de l'immobilier public devra revenir à l'immobilier public. Toutefois, deux garde-fous sont à mon sens indispensables. Il sera nécessaire d'encadrer dans le temps les transferts de propriété vers la foncière et indispensable de définir une liste minimale de biens à transférer. Sans règle claire, le périmètre pourrait être réduit sous l'effet des résistances administratives au point de priver la réforme de sa portée. Et c'est tout le sens des deux amendements que je défendrai lors de la discussion de l'article 1er. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Et vous avez 6 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le rapporteur nous a demandé de faire court, donc nous allons aller à l'essentiel. L'État est un mauvais gestionnaire, nous le savions déjà. Il est incapable de connaître au mètre carré près ses propriétés, nous le savions aussi. Nous avons assisté ces dernières années à un certain nombre de difficultés, de problèmes et de scandales, y compris pour des biens meubles. Et je vous avais interrogé en décembre 2022 sur le bradage du mobilier d'État du château de Grignon. Et de toute façon, ces sujets demeurent d'actualité. En 2023, l'État a vendu 600 biens immobiliers pour 280 millions d'euros, parmi lesquels la cité administrative de Lille, le dépôt d'archivage de la Bibliothèque nationale à Versailles, un centre de vacances à Saint-Raphaël, un terrain à Toulouse, des bureaux à Strasbourg, l'École nationale supérieure de chimie à Montpellier, la maison des maîtres de Thonon-les-Bains, et les maires dans tout ça, Monsieur le Ministre, sont les derniers informés. Sophie Primas a tout à fait légitimement déposé un amendement pour que les maires soient informés de ce qui se passe sur leur commune. Vous comprendrez qu'au Sénat, nous soyons attachés à cette formalité et j'espère que vous donnerez un avis enthousiaste à l'amendement qui a été déposé. La foncière que vous nous proposez aujourd'hui manque de précision, le rapporteur l'a déjà dit, mais manque aussi sérieusement de contrôle.
Et ça posera évidemment des problèmes. Alors certes, il y a la Cour des comptes, mais on sait très bien ce que ces rapports valent, c'est-à-dire un rapport de plus et généralement pas beaucoup d'actions derrière. Et Monsieur le Ministre, moi je voulais vous interroger sur les biens qui sont possédés à l'étranger. Avec Rémi Féraud, nous avons l'honneur et le privilège de rapporter l'action extérieure de l'État. Et nous avons contrôlé un certain nombre d'ambassades qui nous ont soulevé un certain nombre de difficultés. Certains biens immobiliers ont été vendus sans aucune espèce de considération du coût qu'allaient représenter les locations qui allaient être consécutives à ces ventes. Et lorsque vous vendez un bien immobilier qui a été une ambassade, vous avez à sécuriser d'autres immeubles qui sont cette fois-ci en location, et vous avez à détruire complètement ce qui a été fait dans l'ambassade qui a été vendue, c'est-à-dire les endroits sécurisés, etc. Et donc, la question se pose de ce qu'on va faire de nos biens à l'étranger et aussi des biens qui appartiennent au ministère des Armées. Le président Marseille a signalé à de très nombreuses reprises les terrains appartenant à l'ONERA, qu'il s'agisse de Meudon ou de Châtillon, qui sont deux espèces de verrues qui traînent depuis des années au milieu de ces communes de la région parisienne, pour lesquelles le ministère des Armées n'a jamais décidé s'il voulait les vendre ou pas les vendre. Et là aussi, Monsieur le ministre, il y aura un amendement pour voir si la foncière peut ou pas comprendre nos emprises à l'étranger, qu'elles dépendent évidemment du ministère des Affaires étrangères ou de celui des Armées. Ce sont aussi des biens qui appartiennent à l'État et qui appartiennent aux contribuables. Et puis, Monsieur le ministre, vous dire tout le mal que nous pensons de l'application de la circulaire Borne en ce qui concerne nos emprises à l'étranger. Nos ambassades ne sont absolument pas paramétrées pour appliquer cette circulaire Borne. Et nous avons eu un exemple récemment en allant faire un contrôle budgétaire avec Rémi Féraud en Moldavie, où les services sont recroquevillés dans des bureaux, où les services de sécurité et nos services liés au ministère de la Défense ont leur ordinateur sécurisé sur les genoux, où nos agents sont totalement serrés comme des sardines dans leurs locaux. Et donc, il faudra, Monsieur le ministre, veiller à ce que cette circulaire Borne ne s'applique pas pour nos ambassades, car cela nuit sensiblement au travail de nos agents et à notre réseau diplomatique que le monde entier nous envie et qui fait l'attractivité de ce pays. Sous ces réserves, le groupe centriste votera évidemment ce texte avec enthousiasme, en espérant toutefois que les amendements proposés seront adoptés. Et j'ai respecté la promesse faite au rapporteur de réduire mon temps de parole. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Corinne Boursier pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Et vous avez 5 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce jour, à l'initiative de mon groupe Les Indépendants, République et Territoires, une proposition de loi de bon sens visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Et j'en remercie notre président Claude Malhuret pour l'inscription. Cette réforme est nécessaire et puisque j'ai eu la chance de participer à son élaboration jusqu'à son inscription à l'ordre du jour, je souhaite en rappeler la genèse et les objectifs. En décembre 2023, la Cour des comptes publie un rapport accablant sur la politique immobilière de l'État et la gestion des 192 550 bâtiments composant son parc immobilier, soit 94,4 millions de mètres carrés. En tant que sénatrice nouvellement élue, j'ai eu l'honneur d'être nommée avec Michel Canevet pour vous représenter, mes chers collègues, au Conseil immobilier de l'État. Dans ce rapport de la Cour des comptes publics, l'institution chargée du contrôle des finances publiques constate l'absence de rationalisation des surfaces de bureaux. Elle souligne également le retard accumulé en matière de mise aux normes énergétiques et environnementales des bâtiments publics. La problématique est simple à identifier. Chaque ministère est à la fois occupant et quasi-propriétaire des emprises qu'il utilise. Le résultat est clair, les surfaces de bureaux des ministères sont insuffisamment optimisées. Alors que les ministères sont censés respecter une norme de 16 mètres carrés bruts par poste de travail,
Ce ratio n'a jamais été atteint et s'élève aujourd'hui à 25,3 mètres carrés par agent. C'est près de 10 mètres carrés de plus que l'objectif fixé. En ne rationalisant pas l'usage de son patrimoine immobilier, l'État ne dégage pas les marges de manœuvre nécessaires pour financer les très nombreux travaux dont les bâtiments ont besoin. Amiante, rénovation énergétique, accessibilité aux personnes en situation de handicap, le patrimoine immobilier de l'État fait face à un véritable mur d'investissement. Pour la seule planification écologique, les besoins sont estimés d'ici 2050 entre 140 et 150 milliards d'euros de travaux. La bonne gestion publique nous oblige donc à prévoir les modalités de financement de ces travaux. La création d'une foncière détenue à 100% par l'État, permise par ce texte, forcera les ministères récalcitrants à utiliser à bon escient l'immobilier de l'État. La réduction de l'usage des surfaces permettra de relouer du foncier en priorité à des agences de l'État, actuellement locataires sur le marché privé, à des collectivités, mais aussi à des personnes morales de droit privé. Ainsi, avec ces loyers, l'État pourra financer les sommes massives qu'il est contraint d'investir pour son parc immobilier dans les 25 années à venir. À la suite du rapport de la Cour des comptes en 2023, le gouvernement avait fait adopter dans le PLF pour 2025 un amendement semblable à la PPL que nous examinons ce jour. Cependant, le Conseil constitutionnel l'avait censuré au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. C'est la raison pour laquelle j'avais déposé avec Emmanuel Capus en juillet 2025 une proposition de loi reprenant ces dispositions. Quelques mois plus tard, le député Cazenave a porté à l'Assemblée nationale un texte poursuivant les mêmes objectifs qui a été adopté au début de l'année 2026. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants a choisi d'inscrire cette proposition de loi de bon sens budgétaire dans sa niche parlementaire. Avec mon collègue Emmanuel Capus, nous avons considéré que dès lors que nous partagions le même objectif, il fallait privilégier l'aboutissement de la réforme plutôt que la paternité du texte. Il est temps, mes chers collègues, d'adopter pour de bon ces dispositions afin que l'immobilier de l'État soit enfin mieux géré et que nous produisions les économies budgétaires dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Christian Klinger pour le groupe Les Républicains. Et vous avez 6 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a dans la gestion du patrimoine de l'État quelque chose qui ressemble à de la négligence organisée. Lorsque des bâtiments restent vacants pendant des années, tandis que les besoins explosent, lorsque des rénovations sont reportées jusqu'à devenir plus coûteuses encore, ce n'est plus seulement une question administrative, c'est un problème de gouvernance. Et c'est précisément cette gouvernance que nous souhaitons réformer aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par un rapide rappel des faits, car comprendre où nous en sommes suppose de savoir d'où nous venons. Pendant des décennies, l'État a géré son patrimoine immobilier selon une logique de propriétaire absent, chaque ministère occupant ses locaux comme s'ils lui appartenaient, sans en supporter réellement le coût, sans rendre compte de l'usage qu'il en faisait. Depuis 20 ans, plusieurs tentatives ont cherché à rationaliser la gestion immobilière de l'État. Les loyers budgétaires issus de la LOLF, puis la création de France Domaine, devenue ensuite la direction de l'immobilier de l'État. Ces évolutions ont amélioré la connaissance du patrimoine, mais n'ont malheureusement pas permis un véritable pilotage. La DIE est demeurée une structure de coordination sans véritable capacité d'intervention. Elle peut recommander, orienter, alerter sans décider, financer ni contraindre. Et pendant ce temps, les bâtiments vieillissent. Les normes énergétiques ne sont pas respectées. Les mètres carrés inoccupés s'accumulent. Les cessions se font dans l'urgence, sous la pression des lois de finances, sans cadre d'une stratégie cohérente. Le résultat, nous le connaissons tous. L'État est propriétaire de près de 100 millions de mètres carrés bâtis, représentant plusieurs dizaines de milliards d'euros de patrimoine. Pourtant, ce parc demeure insuffisamment inventorié, sous-entretenu
et sa valeur s'érode année après année. Ce constat n'est malheureusement pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est ce que nous avons aujourd'hui entre les mains, un texte qui apporte enfin une réponse structurelle. La proposition de loi que nous allons examiner acte la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État, structure de droit privé aux capacités d'action limitées, en un établissement public à caractère industriel et commercial, l'établissement public immobilier et foncier de l'État. Ce changement de nature n'est pas seulement symbolique, il est opérationnel. Désormais, les biens de l'État pourront lui être transférés en pleine propriété à titre gratuit. L'établissement aura mandat légal d'entretenir, de rénover et valoriser ce patrimoine. Il tiendra un inventaire vivant du patrimoine et produira des scénarios pluriannuels d'investissement destinés à éclairer nos débats sur les lois de finances. Pour la première fois, la gestion immobilière de l'État sera dotée d'une vision de long terme, inscrite dans la loi, transmise au Parlement. Pour la première fois, nous pourrons exercer un contrôle réel sur ce que l'État fait ou ne fait pas de son patrimoine. Ce texte mérite d'être adopté et je voterai pour. Mais je veux profiter de cette discussion générale pour dire ce qu'il ne fait pas encore. Ce texte est certes un premier pas, un pas consenti, transpartisan, construit dans la recherche du consensus. Il y a dans cette démarche une sagesse politique qui doit être saluée, mais il y a aussi des questions que nous avons ensemble accepté de reporter. Le périmètre de l'établissement ne couvrira au départ que les biens qui lui seront expressément transférés par décret. Les ministères qui voudront conserver leurs actifs le pourront. Le risque de rétention demeure entier et avec lui le risque que ce bel outil ne fonctionne qu'à moitié. Les opérateurs de l'État, universités, hôpitaux, établissements culturels, dont les patrimoines sont souvent dans un état plus dégradé encore que celui des administrations centrales, restent hors du champ de cette réforme. Et la question du foncier libérable pour le logement, qui mobilise nos territoires, n'est pas traitée à la hauteur de l'enjeu. Il nous faudra revenir sur ces sujets. Il nous faudra, dans un avenir proche, avoir le courage d'aller plus loin en rendant les transferts obligatoires, en intégrant les opérateurs, en liant explicitement la politique immobilière de l'État à nos objectifs, notamment en matière de logement. Mais aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'utile. Nous construisons le socle. Et dans ce domaine, où tant de réformes ont été annoncées et si peu menées à terme, construire le socle est déjà un acte courageux. L'État ne peut exiger des Français qu'ils entretiennent leur patrimoine, rénovent leur logement et valorisent leurs biens s'il n'est pas lui-même capable de montrer l'exemple. En votant ce texte, nous faisons un premier pas pour que l'État applique enfin à lui-même les principes de bonne gestion qu'il demande à tous. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Nicole Duranton pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Et vous avez 4 minutes, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le patrimoine immobilier de l'État est immense, nécessaire pour nos services publics, mais aussi très souvent mal entretenu et sous-valorisé. La Cour des comptes pointe depuis plusieurs années une mauvaise gestion de ce patrimoine, notamment par un modèle actuel qui semble arriver à ses limites. Je tiens à rappeler aujourd'hui, l'immobilier de l'État repose sur une organisation structurée autour de 2 grandes fonctions. L'État propriétaire, qui définit la stratégie nationale et la décline au niveau régional. Les occupants, qui sont les administrations et opérateurs, qui utilisent les bâtiments de l'État pour leur mission de service public. Comme vous le savez également, un système de convention permet aux ministères, aux services déconcentrés de l'État et aux opérateurs publics d'occuper ces bâtiments et de gérer leur entretien courant, ainsi que l'adéquation des locaux et leurs besoins opérationnels. Au regard de l'état actuel de nos finances publiques, il n'est plus possible de se satisfaire d'un système où l'immobilier public représente la 2e charge de l'État, à savoir 10 milliards d'euros par an, sans que cette dépense ne soit pilotée en cohérence avec une vision stratégique globale. C'est précisément l'intérêt de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.
Elle vise à clarifier les rôles. Elle distingue l'État propriétaire de l'État occupant et dote la puissance publique d'un outil plus lisible et plus efficace. Cette réforme est une réforme de vérité. Vérité sur le coût de notre immobilier public, souvent invisibilisé. Vérité sur l'ampleur du manque d'entretien. Vérité sur le mur d'investissement qui nous attend en termes de rénovation énergétique et mise aux normes. En transformant l'existant en une foncière de l'État sous forme d'EPIC, adossée à une gouvernance dédiée et à des ressources identifiées, le texte permet de sortir l'éparpillement pour entrer dans une vraie stratégie patrimoniale. Il ne s'agit pas de privatiser l'État, ni de la dessaisir de ses biens. Il s'agit simplement de redonner à l'État la maîtrise de son patrimoine et de protéger nos services publics. Des bâtiments mieux entretenus, avec des agents mieux installés, sont des gages pour des territoires mieux servis. À l'instar de nos voisins européens, il est temps d'optimiser les coûts de gestion de notre patrimoine immobilier, quitte à nous inspirer des exemples qui fonctionnent ailleurs, comme en Allemagne, en Finlande ou encore au Royaume-Uni. Au nom du groupe RDPI, je tiens à remercier notre collègue Thomas Cazenave, désormais maire de Bordeaux, pour son travail, ainsi que le rapporteur Claude Nougein et le groupe LIRT, d'avoir inscrit cette PPL importante à l'ordre du jour de notre haute assemblée. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI soutiendra ce texte dans une logique de modernisation pragmatique de l'action publique. Un patrimoine public bien géré, c'est un État plus efficace, une gestion des finances publiques plus pertinente. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Rémi Féraud pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 6 minutes, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État part donc d'un constat largement partagé. Je crois que tous les orateurs précédents l'ont dit également. L'État est aujourd'hui un propriétaire trop peu efficace. Un patrimoine immobilier qui représente près de 97 millions de mètres carrés, mais qui est en réalité mal connu, qui a une gestion perfectible, qui est insuffisamment entretenu, avec des retards importants pris dans la rénovation des bâtiments publics. Alors oui, il y a eu depuis 20 ans des réformes sur le sujet, avec entre autres la création du Conseil de l'immobilier de l'État, où j'ai eu l'honneur de siéger avec Christine Lavarde pour représenter le Sénat. Mais dans les faits, reconnaissons-le, les progrès sont restés modestes. Et je pense par exemple à l'effet décevant des loyers capitalisés. Dans ce contexte, la volonté de mieux distinguer l'État propriétaire de l'État occupant, de professionnaliser davantage la gestion immobilière de l'État, de s'en donner les moyens avec la création d'une foncière, tout cela nous paraît aller dans le bon sens. Et il est d'ailleurs indispensable que les parlementaires puissent siéger ou être représentés dans cette nouvelle instance que sera la foncière. Pour autant, soyons clairs, la création d'une nouvelle structure n'apportera pas une réponse suffisante en elle-même. Un changement d'organisation ne peut fonctionner réellement qu'avec une stratégie claire, des objectifs et des moyens adaptés pour répondre aux enjeux, soit, comme le disait d'ailleurs le ministre lui-même tout à l'heure, une volonté politique. Les moyens adaptés pour répondre aux enjeux, ils concernent bien sûr la rationalisation de notre immobilier, mais aussi l'investissement dans la transition énergétique, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et plus largement la modernisation d'un patrimoine vieillissant qui est essentiel au bon fonctionnement des services publics. Au groupe socialiste, nous soutiendrons donc ce texte, tout en proposant dans la discussion des améliorations et en demandant des garanties. Nous demandons des garanties, bien sûr, concernant la place du secteur privé. Je sais que certains, à gauche, redoutent une forme de privatisation de la gestion immobilière de l'État. Nous n'avons pas partagé cette analyse.
Néanmoins, les dispositions permettant l'intervention d'acteurs privés au sein des filiales de la foncière appellent, à notre avis, des garanties supplémentaires pour éviter tout risque. C'est l'objet de notre premier amendement. La seconde amélioration qui nous paraît souhaitable, c'est celle des résultats qui sont attendus, qui doivent être plus clairement affirmés. C'est le sens d'un amendement que nous présenterons et qui vise à instaurer des conventions d'objectifs et de performance entre l'État et le futur établissement public. Ces conventions, elles permettront de fixer des engagements précis, évaluables, notamment pour la mise en accessibilité et pour la rénovation thermique des bâtiments, pour laquelle la Cour des comptes estime à 150 milliards d'euros le montant des investissements nécessaires d'ici 2050. Car une meilleure gestion du patrimoine public, elle doit avant tout produire des résultats concrets pour les finances publiques, bien sûr, mais aussi pour les usagers, pour les agents publics, pour la qualité du service public. C'est ainsi que cette proposition de loi constituera une avancée utile. Elle ne réglera pas elle seule toutes les faiblesses de la politique immobilière de l'État, mais elle peut contribuer à améliorer son efficacité et sa cohérence, à condition, bien sûr, de préserver une maîtrise publique, de lui assigner des objectifs clairs, de lui donner les moyens, à condition aussi d'être rigoureux et peut-être prudent dans le passage de la théorie, selon laquelle tous les biens immobiliers de l'État pourraient être concernés par la foncière, à la pratique, où les biens concernés seront fixés par décret. Les conditions du transfert des biens immobiliers de l'État à la foncière n'apparaissent en effet pas clairement dans le texte. Et cela peut être légitimement source soit d'espoir, soit d'inquiétude, comme l'a dit d'ailleurs ma collègue Nathalie Goulet pour l'immobilier à l'étranger. C'est dans cet esprit constructif que le groupe socialiste défendra donc des amendements et sous réserve de la discussion qui s'ouvre, comme je le disais plus tôt dans mon intervention, émettra un vote favorable sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre Barros pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki. Vous avez 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous pouvons tous partager le même constat. L'État a besoin d'améliorer la gestion de son patrimoine immobilier. Trop de bâtiments souffrent d'un manque d'entretien, trop de sites ne sont pas suffisamment adaptés aux normes actuelles, aux besoins des services publics ou encore aux exigences nouvelles liées au réchauffement climatique. Les espaces doivent être mieux utilisés, les conditions d'accueil des usagers doivent être améliorées, les évolutions des usages anticipées et l'engagement dans l'adaptation aux défis écologiques doit être plein et entier. Sur ces objectifs, nous sommes parfaitement d'accord. Une fois ce constat posé, il faut s'interroger sur la réponse proposée. Et c'est là que nos réserves et divergences apparaissent. La modernisation de la gestion du patrimoine de l'État est une évidence, mais la création d'une foncière pour répondre à celle-ci l'est beaucoup moins. La Cour des comptes vient de conforter nos réserves. Son rapport sur la politique immobilière de l'État souligne que la création d'une foncière serait, je cite, nettement plus complexe qu'il n'y paraît, notamment par la nécessité de créer un modèle économique et budgétaire soutenable. Surtout, elle n'établit aucun lien clair entre la création d'une foncière et la réussite de la rénovation énergétique du patrimoine immobilier de l'État. Dès lors, une question simple se pose, quel intérêt l'État a-t-il à transformer l'Agile, qui, je le rappelle, est une agence, sous le régime juridique de la SA, qui gère aujourd'hui 29 sites sur les 200 initialement envisagés en EPIC. Quel intérêt y a-t-il à créer une superstructure immobilière appelée demain à gérer près de 195 000 bâtiments, alors même que la Cour des comptes propose pour commencer le renforcement de la DIE? Ce choix n'est pas un simple ajustement administratif ou juridique. Il s'agit ici de changer la logique même du rapport de l'État à son patrimoine. Car cette proposition crée une séparation d'un côté l'État propriétaire et de l'autre l'État occupant. Elle loge le premier dans une foncière, elle transforme le second en locataire et lui facture un loyer pour occuper des bâtiments qui sont pourtant les siens. Reste alors une question essentielle, sur quelle base ce loyer sera-t-il fixé? Le texte ne précise rien des modalités de valorisation des biens immobiliers de l'État, ni les critères retenus, ni l'objectif poursuivi. Et ce silence en dit long. Car si l'objectif était seulement de mieux administrer le patrimoine de l'État, un établissement public administratif aurait largement suffi.
Le choix de l'EPIC n'est donc pas neutre. Il inscrit le patrimoine de l'État dans une logique commerciale et tout laisse à penser que cette foncière aura vocation, à terme, à vendre les biens de l'État. Le schéma est alors tout tracé. Les biens immobiliers de l'État seront valorisés au prix du marché, les ministères devront payer plus cher pour rester dans leurs propres locaux et ils seront progressivement contraints de les quitter. L'État pourra ensuite vendre son patrimoine et présenter ces cessions comme des économies au prix d'un affaiblissement durable de l'action publique. Cette logique, nous la connaissons déjà. La SNCF en a fait l'expérience avec SNCF Immobilier, tout comme la Poste avec la création de Postimo. Nous savons aujourd'hui ce que cela produit, c'est-à-dire une pression permanente pour réduire les surfaces, les doubles loyers imposés aux agents, des emprises foncières cédées et au bout du compte, des investissements affaiblis. Mais ce texte sonne surtout comme un aveu de faiblesse, celui de la difficulté de l'État à mettre réellement en œuvre le décret dit tertiaire bien connu dans les collectivités territoriales. Car si l'objectif de celui-ci est juste, chacun sait qu'il suppose des moyens et des investissements conséquents et nous vivons tous les jours cette contradiction dans nos collectivités. L'État choisit dès lors une autre voie, de ne pas investir pour réduire la consommation énergétique des bâtiments publics, mais vendre pour ne pas avoir à y faire face. Voilà la logique profonde de cette proposition de loi. Sous couvert de modernisation, l'État organise son propre recul et sous couvert d'efficience, il prépare la liquidation progressive de son patrimoine. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. Merci. Et pour finir, la parole est à M. Thomas Dossus pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires. Vous avez 4 minutes, mon cher collègue. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui a le mérite de poser un diagnostic. Le patrimoine immobilier de l'État est immense, souvent mal connu, trop peu entretenu, insuffisamment rénové. Il est confronté à un mur d'investissement, notamment en matière de rénovation énergétique. Les agents publics et les usagers subissent trop souvent des bâtiments dégradés, mal isolés, mal chauffés ou mal adaptés. Mais la solution proposée ici dépasse ce cadre. Le texte se contente en effet pas de mieux organiser la rénovation du patrimoine public. Il prévoit de transférer une partie des biens immobiliers de l'État à une foncière sous forme d'établissement public industriel et commercial qui deviendrait propriétaire de ces biens et les mettrait à disposition des ministères, administrations ou opérateurs publics en contrepartie de loyers. Les défenseurs du texte nous disent que cette foncière permettra de professionnaliser la gestion et d'accélérer la rénovation énergétique. L'argument peut s'entendre, la gestion et les crédits sont dispersés et l'entretien des bâtiments est trop souvent une variable d'ajustement. Mais pour autant, est-ce que ce texte permet une gestion immobilière mieux financée, mieux programmée et mieux priorisée? Rien ne le garantit et le fait que ce texte soit une proposition de loi, donc sans étude d'impact, n'arrange rien. Il n'y a pas de trajectoire budgétaire consolidée. Si l'objectif de rénovation et de transition est inscrit dans la loi, il n'y a en revanche pas d'obligation de rénovation bâtiment par bâtiment, ministère par ministère ou territoire par territoire. Pas non plus de garantie que les nouvelles ressources, c'est-à-dire les loyers, seront prioritairement consacrés à ces objectifs. Pire encore, en commission, l'obligation de réaliser des études, analyses et diagnostics avant chaque transfert a été assouplie. Autrement dit, on facilite les transferts avant même de garantir une connaissance complète de l'état des biens concernés. Pour un texte censé répondre à la mauvaise connaissance du patrimoine public, c'est pour le moins paradoxal. Le risque budgétaire est également majeur, car les ministères et opérateurs publics deviennent occupants et sont amenés à payer des loyers. À ce titre, cette nouvelle architecture est particulièrement préoccupante pour les universités. Je le rappelle, les établissements de l'enseignement supérieur représentent 21% du patrimoine bâti public. Si une partie de cet immense patrimoine entre demain dans le périmètre de la foncière, les universités pourraient se retrouver juridiquement autonomes mais dépendantes d'un bailleur public extérieur et donc soumises à une nouvelle charge locative. Au vu des contraintes budgétaires qui reposent déjà sur leurs épaules, cela nous paraît hasardeux. Nous avons aussi reçu des alertes des lycées français à l'étranger. S'ils étaient transférés à cette foncière, l'application de loyers nouveaux, surtout aux conditions du marché locaux, pourrait fragiliser encore davantage leur budget déjà extrêmement contraint, ainsi que celui de l'AEFE. Dans le rapport, on nous dit que les biens à l'étranger ne sont pas concernés par cette foncière, mais cette exclusion ne figure nulle part dans le texte. Qu'en est-il réellement? Plus largement, on peut se questionner aussi
sur les ministères régaliens, une caserne, un tribunal, un commissariat, une prison, une base militaire ou un site diplomatique ne sont pas de simples surfaces optimisables, ce sont des lieux de souveraineté, de sécurité, de justice et de continuité de l'État qui pourraient demain faire l'objet de partenariats publics-privés. Car c'est aussi le but de ce texte. On nous répondra que la foncière restera publique sous la forme d'un EPIC, mais le sujet n'est pas seulement du statut de l'établissement, le sujet c'est l'écosystème juridique et financier que ce texte organise autour de lui, filiale ouverte au capital privé, marché de partenariat, contrat de performance énergétique à paiement différé, crédit baux, emprunt, cession et valorisation. Ce sont les portes d'entrée pour des acteurs privés dans la chaîne de valeur d'un patrimoine immobilier constitué par l'État, financé par la collectivité et utile au bien public. Pour conclure, oui, il faut mieux connaître le parc immobilier, mieux programmer les travaux, mieux isoler, mieux entretenir et mieux utiliser les bâtiments publics. Mais cette ambition ne justifie pas de faire basculer tout le patrimoine public dans une logique foncière de logement, de loyer, d'endettement, de valorisation, de cession et de partenariat privé. La vraie question, c'est de savoir si l'État doit rénover son patrimoine. Il le doit. La vraie question est de savoir si cette rénovation doit passer par un outil financier de gestion d'actifs qui pourrait aboutir à une grande braderie, façon autoroute, ou par une programmation publique démocratique contraignante et financée de la rénovation énergétique. Nous pensons que la deuxième réponse est la plus adaptée aux réalités de notre patrimoine immobilier. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte.